Aujourd'hui à l'émission, on va terminer en jasant environnement, mais tout d'abord, on s'enquiert de la situation des télévisions communautaires autonomes au Québec après le dépôt du budget provincial du 12 mars. Bienvenue à Studio Libre. Le budget provincial est sorti mardi le 12 mars et on a vu un déficit record de 11 milliards de dollars. Mais qu'en est-il pour les télévisions communautaires autonomes du Québec? On va en discuter avec la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Madame Amélie Hintz. Bonjour. Bonjour. Donc, on a un record historique de déficit, mais est-ce que les télévisions communautaires autonomes vont avoir une petite part? Parce qu'on sait, la crise des médias présentement, on la voit. Et on a toujours besoin d'argent, la vie continue à monter, les coûts aussi. Est-ce qu'on s'en est bien tiré du côté des télévisions communautaires, vu que vous aviez déjà demandé aussi quelques trucs là, avant que le budget soit déposé? Donc, est-ce qu'on vous a écouté? C'est dur à dire encore pour l'instant. Le budget est vraiment très frais, puis on n'a pas tous les détails, la ventilation des investissements qui sont faits, qui vont être faits dans la prochaine année. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le budget du ministère de la Culture et des Communications augmente pas de façon faramineuse, donc on s'attend pas malheureusement à grand-chose. On sait du côté du ministère de la Culture qu'il devrait y avoir une bonification du PAMEC, qui est le programme de financement à la mission pour nos télévisions communautaires autonomes. Mais de quelle hauteur sera cette bonification, on ne le sait pas. Personnellement, avec les informations que j'ai puis ce que j'ai pu analyser jusqu'à présent, je m'attends pas à ce que ce soit à la hauteur des demandes qui ont été faites, malheureusement. Du moins, ça va se maintenir, peut-être un peu s'augmenter, mais est-ce qu'on va avoir quelque chose de vraiment important et qui, juste pour égaliser peut-être l'inflation, on s'en doute? C'est ça, on le sait pas encore. Dès qu'on va le savoir, on va pouvoir publiciser la nouvelle, là, évidemment. Nous, ce qu'on avait demandé dans les consultations prébudgétaires, puis les représentations qu'on a faites au ministère de la Culture dans le cadre de la révision du programme qui s'est faite dans les 2 dernières années, c'est d'avoir une augmentation du budget pour que celui-ci atteigne 70 000 par station de télévision. Parce que notre argumentaire, en fait, c'est que ça prendrait un financement qui serait capable de payer au moins une personne à temps plein avec un salaire décent, puis un studio, parce qu'on s'entend que c'est difficile de faire de la télévision sans studio. Effectivement. C'est ce qu'on avait demandé, 70 000 Je pense pas que ça va être atteint, malheureusement, malgré la bonification qui semble, qui devrait arriver. En plus, la révision du programme ne s'est pas terminée comme on aurait espéré pour le 1er avril prochain. Donc, on ne sait pas encore ça va ressembler à quoi. On attend plus de détails, puis on espère qu'on en aura rapidement, puis que ce sera des meilleures nouvelles que ce à quoi on s'attend. Pour donner un ordre de grandeur, à combien se situe le PAMEC en général pour les télévisions communautaires autonomes actuellement? Ça va varier d'une télévision à l'autre parce que c'est un système de pointage qui va prendre en compte le nombre d'émissions originales par semaine, le nombre d'heures qui est produite par semaine sur combien de semaines dans l'année. Donc, ça peut varier entre 40 et 50 quelques mille dollars par station. Donc, avec différentes grilles de pointage. Là, c'est aussi, qu'est-ce qui se retrouve en ligne, l'utilisation des médias sociaux, etc. Donc, c'est ça. En gros, là, je dirais, grosso modo, on demandait une augmentation de 20 000 par station parce qu'on pense qu'avec l'augmentation du coût de la vie. Les salaires ont augmenté, ont explosé dans les dernières années. On veut être capable d'offrir aux gens qui travaillent pour nous des salaires décents, puis surtout de retenir le personnel qui est en place avec des conditions qui ont de l'allure, qui font du sens. Donc, c'est de là que partait notre demande. On demande pratiquement, si je fais un calcul rapide, 40% d'augmentation. Mais ces chiffres-là, cette grille-là, date de combien de temps? Depuis combien de temps on n'a pas vu d'augmentation significative du PAMEC?
Ça fait extrêmement longtemps. Il y a eu des indexations au cours des années. Moi, ça fait une dizaine d'années là, que je suis à la fédération, donc j'ai vu l'évolution. Donc oui, on sait qu'il y a eu une augmentation. Il y a une augmentation peut-être c'est difficile à chiffrer là, parce que ça dépend vraiment de la télévision, de la grosseur de la télévision, puis de son nombre d'heures de production originale par semaine. Mais oui, il y a eu des indexations, mais c'est ça que ça représentait, des indexations. Une indexation, c'est pas suffisant si le montant de départ n'était pas déjà suffisant pour payer un salaire. Donc, c'est pour ça que l'augmentation, oui, ça peut sembler énorme ce qu'on demande. Sauf que au bout du compte, être capable de payer un salaire par station, c'est pas énorme, là. C'est pas exagéré de faire ce genre de demande-là. On pense que c'est le strict minimum pour que nos télévisions soient viables, surtout pour le travail qu'elles exercent en ce moment. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a une crise des médias. Il y a de moins en moins de médias dans notre province. Les médias communautaires, maintenant, on représente à peu près 30% de tous les médias qu'il y a sur le territoire Quand de la même. province. Ça, c'est un pourcentage qui a augmenté énormément au cours des dernières années parce qu'il y a tellement eu de fermetures et de coupures. Ces coupures-là touchent quoi? Elles touchent principalement les régions, les petites municipalités qui ont plus de couverture médiatique de la part des grands réseaux, par exemple. Donc, le travail qui est fait par nos médias communautaires est d'autant plus important. Donc, c'est important de les soutenir à la hauteur du travail qui est fait. Mhm. Effectivement, bon, comme je mentionnais hors d'onde, ici à la Basse-Lièvre, eh bien, directement en Basse-Lièvre, là, dans le secteur de Buckingham et à l'est de l'Outaouais, on est, si je me trompe pas, le dernier, parce que bon, les deux derniers journaux qui couvraient la région de Buckingham et aussi la petite nation, ben, sont malheureusement fermés. On en avait trois à un certain moment donné. Ça a réduit à deux et ensuite plus de journaux. Donc, la TVC devient en quelque sorte un dernier rempart. Et j'imagine que c'est partout pareil dans certaines régions qui se voient confrontées à l'augmentation des salaires, l'exode dans certains cas. Donc, on se retrouve où au niveau du recrutement pour les télévisions communautaires? Qu'est-ce qu'on peut offrir d'intéressant pour que les gens, bon, d'un, appliquent et de deux, restent? Oui, ben c'est sûr que nous, ce qu'on a comme incitatif, c'est que une télévision communautaire, ça a une mission de formation de sa Mhm. population. C'est pas pris dans des carcans plus rigides que le privé ou le public peut avoir. Nous, on est vraiment un incubateur à idées. On a beaucoup de liberté pour essayer des choses qui se font pas ailleurs. Donc ça, je pense que c'est une liberté qui peut être très, très attractive pour les finissants ou les journalistes, tous les travailleurs du secteur qui aimeraient ça, avoir plus de liberté. Dans leur travail, dans leur choix, dans ce qu'ils font. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est sûr que le côté négatif de ça, c'est que les médias communautaires vont souvent servir de rempart Mhm. pour aller vers d'autres plus gros réseaux par la suite. Mais je dirais, bon, c'est un peu normal, ça fait partie de notre mission. L'éducation et la formation, ça fait partie de la mission principale d'un média communautaire. Par contre, il faudrait que ce travail-là qui est effectué soit reconnu par la population, mais aussi par les différents Mhm. paliers de gouvernement, puis Absolument. qu'on soit soutenu à la hauteur de vraiment du rôle qu'on joue dans notre société. On l'a dit, il y a de moins en moins de médias, surtout dans les régions. Dans les plus petits quartiers, il reste plus que des médias communautaires. Donc ça, c'est important pour la démocratie, pour l'accès à l'information de toute la population. Donc, on est plus important que jamais. Puis je pense que ça, c'est un message qu'il faut partager pour que les gens en soient conscients, parce qu'on peut pas, en tant que société, se permettre que nos médias communautaires disparaissent. Ouais. Pour avoir parlé avec beaucoup de jeunes journalistes ici dans la région, eh bien, j'ai constaté qu'au niveau des cours, on ne les prépare pas et on ne leur parle absolument pas du milieu communautaire. On les incite et même, bon, les jeunes, évidemment, veulent aller dans les gros réseaux, les TVA, les Radio-Canada de ce monde et on leur donne de l'emploi. En tout cas, dans la région ici, j'ai quelques jeunes avec qui j'ai travaillé un peu plus tôt dans ma carrière qui sont maintenant
à Radio-Canada ou TVA ou un des autres réseaux. Donc, comment on convainc des jeunes de résister à un certain salaire qui est très attrayant du côté des privés ou du public du côté de Radio-Canada et de venir dans les télévisions communautaires? Comment on fait? Ben, nous, à la Fédération, depuis un an, en fait, on est en contact avec les différentes écoles de formation, justement, qui vont former les futurs travailleurs de notre secteur, de notre industrie, pour justement leur présenter le réseau des télévisions communautaires au Québec. C'est quoi? Qu'est-ce qui est possible de faire? Où il est possible d'aller se former chez nous pour vraiment qu'ils sachent que ça existe, que c'est une option qui est extrêmement crédible et que le travail qui va être fait là, ça va être un travail qui va pas être noyé dans des nouvelles qui vont être Mhm. un peu partout pareil dans les grands réseaux, mais c'est un travail de terrain qui va être extrêmement important pour le développement de nos communautés. Donc, c'est sûr qu'on a commencé ce travail-là, puis on va le poursuivre dans les prochaines années parce qu'on pense que ça fait partie de une des clés, en fait, se faire connaître. Et puis, c'est évident que on peut offrir des choses que les grands réseaux peuvent pas offrir. On a beaucoup plus de flexibilité. Puis on en a parlé, la grande liberté Mhm. de création qui est possible d'avoir chez nous. Donc ça, je pense que c'est des choses que s'ils sont connus, ça va finir par être reconnu et valorisé à sa juste mesure. Le support des citoyens, c'est encore là très important. On parle au-delà du membership, mais l'appui, le recrutement, exemple donné, de bénévoles dans certaines régions, comment ça se passe, l'appui du citoyen? Est-ce qu'on sent que le citoyen, bon, qui a souvent coupé le câble, et d'ailleurs, ben, on est dans des diffuseurs câbleaux, peu importe où on se trouve, donc comment se porte l'attachement du citoyen, je l'ai dire, à ces télévisions communautaires? Ben, je pense que l'attachement, il est encore là. Puis, on a eu des exemples là, récemment, justement, dans d'autres régions où il y a des télévisions qui ont perdu, qui vont perdre bientôt l'accès à leurs diffuseurs. Mhm. Puis, il y a une mobilisation incroyable là, des citoyens en place, des élus qui savent à quel point c'est important qu'ils continuent à pouvoir diffuser ce qui est produit parce que c'est à peu près le seul vecteur d'information locale qui reste. Donc, ça, je pense que les gens en sont conscients. Je pense que côté bénévolat, depuis la pandémie, ça a été très difficile d'aller Mhm. rechercher le niveau de bénévolat qui existait avant la pandémie. La situation a beaucoup changé aussi. Maintenant, les gens ils ont de moins en moins de temps à donner. Mhm. Puis ça, on peut pas leur reprocher, là. On est en situation de plein emploi depuis très longtemps. Évidemment. C'est pas évident pour personne. Le niveau de vie que les gens ont, en fait, ce que ça coûte maintenant pour simplement se loger, se nourrir. Il faut travailler plus. Donc, c'est sûr qu'on a moins de temps pour le bénévolat. Donc, ça, c'est un coup dur qui doit être absorbé par la télévision qui, elle, ne doit pas arrêter de faire ce qu'elle faisait, de produire. Donc, je pense que ça aussi, c'est important de sensibiliser la population et les élus à cette nouvelle réalité-là. On le voit avec les câbleaux qui, bon, coupent massivement dans leurs effectifs, dans tout ce qui est production. Euh, on voit ça comment du côté des télévisions communautaires? Est-ce que c'est, j'allais dire, bon pour nous parce que, bon, on va avoir peut-être un peu plus d'espace? Ou est-ce que c'est mauvais, la direction qu'on emploie, plus diffusion et non pas production? Qu'est-ce qu'on voit de ce côté-là? Ben, du côté du câbleau distributeur, en fait, que eux fassent moins de production, c'est pas très grave pour nous. Par contre, qu'ils investissent moins dans la télévision Hmm. communautaire, c'est là que ça nous touche énormément. Eux, normal, au Québec, ils ont eu l'habitude de donner 1,5 ou 5 de leur revenu brut directement à la production communautaire, à la télévision d'accès.
Donc, on a eu cette chance-là au cours des dernières années, mais le CRTC a modifié les règlements pour permettre de moins investir dans la télévision communautaire. Et ça nous touche énormément. Puis c'est là qui est le danger parce que c'est un fait, il y a de moins en moins d'investissement qui est fait pour la production communautaire. C'est dirigé vers la production de nouvelles locales de leur chaîne privée. Et puis malheureusement, cet argent-là ne se rend pas dans les petites municipalités qui sont couvertes par nos télévisions communautaires. Donc, pour moi, il est là le danger, en fait. Mhm. Et en terminant, le plus grand défi que vous allez avoir, outre le financement, quel est le plus grand défi pour les télévisions communautaires autonomes? Ben, je pense que ça va être le défi qui sera englobé dans la découvrabilité. Mhm. C'est de rester vu et entendu par le citoyen pour que le citoyen continue de vraiment réaliser ça existe encore des nouvelles pour sa localité, mais qu'il faut qu'il sorte malheureusement des grands réseaux qui se sont retirés de nos petites régions. Donc, nous, on a une niche vraiment particulière qui n'est pas occupée par personne d'autre. Mhm. Donc, ça va être ça le défi. Ça va être le défi de continuer de rester pertinent pour nos sociétés, nos municipalités, nos régions, puis de le faire comprendre aux citoyens et aux représentants gouvernementaux. Mhm. Merci beaucoup, Amélie Hens, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Donc, on espère pour toutes les télévisions communautaires à travers le Québec de pouvoir continuer d'avoir un financement décent et que on puisse être aussi libre dans nos choix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, merci à vous. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Aujourd'hui, l'environnement est très important, mais il faut d'abord aussi s'éduquer. Et il y a un organisme qui s'occupe d'éduquer les gens à l'environnement, Enviro Éducation, et on va aller rencontrer son nouveau directeur général, et c'est vraiment tout frais. Jean-Marc Emery est avec nous. Bonjour, M. Emery. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, c'est important de s'intéresser à l'environnement, mais encore plus de s'éduquer à l'environnement, M. Emery. Alors, Enviro Éducation offre des services pour pallier à ce problème et aussi rétablir certains faits parce qu'on voit beaucoup de types d'informations qui viennent par rapport à l'environnement et donc c'est important de décortiquer le tout. Exactement. Et puis, merci de m'inviter à l'émission, bien sûr. Je suis tout nouveau dans le poste, hein. On parle de cette semaine, on pourrait dire, là, ça fait quelques jours que j'apprends. Euh, Enviro Éducation, on fait de l'éducation et on fait de l'action. Puis je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant pour répondre à votre question, c'est qu'une fois qu'on a éduqué, puis qu'on a clarifié, puis démystifié, ce que les gens nous demandent, les jeunes nous demandent, oui, mais je fais quoi? C'est bien beau d'en entendre parler, c'est bien beau d'être éduqué, mais concrètement, je fais quoi? Et moi, je suis en train de découvrir avec émerveillement tout ce qu'on fait dans l'organisme, en éducation, dans les écoles, auprès des jeunes, des camps de jeunes. On est très actif parce qu'on a un OBNL, mais on a aussi une entreprise d'économie sociale. Fait que je pense que pour beaucoup de gens, l'OBNL, ben oui, il reçoit une contribution, une subvention, on fait un atelier, une animation, c'est intéressant et c'est utile. Le côté entreprise d'économie sociale nous permet d'offrir des services à des entreprises, à la ville de Gatineau, à travailler avec le ministère des Forêts, pour être acteur aussi. Alors, je peux vous donner quelques exemples, là, des petits coups de cœur que j'ai eus depuis que je suis arrivé. Je pense que ça va parler à votre auditoire aussi. Absolument. Alors, tout le monde en théorie, sait comment à peu près trier ses déchets, puis qu'est-ce qui va au compost, puis qu'est-ce qui va à la poubelle, puis qu'est-ce qui va au recyclage. Dans la vraie vie, il y a quand même des gens qui se posent des questions, puis c'est pas tout d'avoir une petite affichette quelque part. Des fois, il faut travailler. Fait que nous, dans nos équipes, on a des chargés de projet qui vont dans les écoles, qui vont dans des camps de jour, qui vont des fois dans des foires de quartier, et puis qui vont vraiment démystifier tout ça. On va mettre une toile de plastique par terre, puis on va vider une poubelle, puis on va dire ça va là, pourquoi? Ça va là, pourquoi? Puis là, les jeunes peuvent comprendre, on peut parler des conséquences. Et puis, on rassure aussi les jeunes qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font bien. Souvent, un des mythes, c'est que tout va mal. Oui.
Puis on nie certainement pas qu'il y a une crise climatique, puis on nie pas qu'il y a une crise de la biodiversité. Mais célébrer les bons coups, ça encourage les gens. Mhm. Si la personne est toute seule dans son coin, elle se dit, ah, mon Dieu, le problème est ben trop gros, je sais plus quoi faire, je suis découragé. Puis ça existe, l'éco-anxiété. Puis d'ailleurs, Oui. on se forme nous-mêmes, puis on va même offrir des formations là-dessus dans le futur. Mais dire, écoute, savez-vous que Gatineau, c'est vrai que c'est une des meilleures villes au Québec pour la Mhm. gestion des matières résiduelles et du compostage? Savez-vous que dans les festivals de Gatineau, là, les gros, la Montgolfière, l'Aérochaud, les plus petits, il y a une politique qui veut que les festivals se responsabilisent. Puis nous, on travaille avec la ville de Gatineau puis les festivals, à la fois pour sensibiliser les gens pendant le festival, mais à la fin du festival, d'aider à trier. Fait que moi, dans ma formation comme futur DG, une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'étais à balle de neige Oh! avec des gants dans un container et puis je triais des sacs de vidange, puis des sacs de recyclage, puis des sacs de compost pour m'assurer que les choses allaient aux bonnes places. Et puis, moi, j'étais totalement impressionné. À la fin de Balle de Neige, on avait 3 gros containers là, près de Mhm. notre site de tri. Et puis, le container qui contient des déchets qu'on appelle ultimes, là, Oui. il y avait bien moins de sacs que dans les deux Ah, où on avait mis du compost et du recyclage. Fait que les intéressant. gens ont fait leur part dans le festival. Ils pourraient en faire un petit peu plus, puis on va toujours les accompagner à améliorer. Mais en faisant ce travail-là, c'est littéralement des dizaines de tonnes de déchets qui sont pas allés à l'enfouissement, mais qui ont été détournés vers le recyclage ou le Hmm. compost. Fait que ça, c'est une chose qu'on fait environ éducation. Puis j'aime ce mélange de éduque-action. Oui, Parce que effectivement. les deux vont ensemble, puis on Oui. veut, une de nos slogans, c'est qu'on est des mobilisateurs d'éco-citoyenneté. J'adore ce concept-là. Alors oui, c'est passionnant tout ce qu'on fait. Vous parliez d'ailleurs bon, de votre collaboration avec la ville de Gatineau. Ces jours-ci, d'ailleurs, on a annoncé que la ville de Gatineau voulait restreindre certains pesticides, notamment le glyphosate. Et donc, ça doit être quand même intéressant pour vous qui arrivez de voir que la ville de Gatineau, quand même, a un intérêt à protéger l'environnement. Oui, puis avant d'être enviroéducation, un de mes passions, c'est l'ornithologie. Puis il y a des gens qui me connaissent comme président du club des ornithologues. Fait qu'on a collaboré avec la ville souvent pour des actions en protection de la biodiversité, encourager la charte de la biodiversité qui s'en vient. Mhm. Fait que bien entendu que de limiter des pesticides et d'encourager la Ouais. population à embarquer, c'est une bonne nouvelle que ça se fasse. D'autres choses que la ville fait que les gens savent peut-être pas, mais on a quelqu'un ici qui travaille avec la ville pour aider dans les multilogements à embarquer un peu plus de compost. Ah, On a oui. quelqu'un qui travaille avec des petits commerces ou des Mhm. industries ici qui ont le goût de composter puis qui savent pas trop comment s'y prendre. Fait qu'on travaille avec la ville pour aider ces gens-là à pouvoir en faire. Mhm. Fait que ça aussi, c'est des choses concrètes. Puis oui, c'est agréable d'avoir comme partenaire la ville parce qu'elle croit à protéger l'environnement. Vous avez été intéressé au poste de directeur général d'Enviroéducation. Comment? Qu'est-ce qui vous a fait cliquer pour ce poste plutôt qu'un autre? Euh, je les ai connus parce qu'avec le Club des Ornithos, on a fait un bingo des oiseaux avec eux. Mhm. Puis j'ai vu des animations qu'ils ont fait et j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Puis quelqu'un m'a mentionné que le poste existait. Et tout ce que je viens de vous dire, pour moi, je ne le connaissais pas encore en détail, bien sûr, Mhm. mais je me disais, là, j'ai fait une carrière dans plein de choses au gouvernement fédéral, en éducation, etc. Euh, il y avait vraiment ce désir de, j'ai des compétences que je peux peut-être mettre au service de quelque chose qui me tient à Oui. cœur. Et le côté local, on n'est pas dans le théorique, on n'est pas dans les gros trucs, là, on est dans le concret, puis on fait une différence. Fait que je sais que ça fait cliché de dire je voulais faire une différence, puis j'en ai déjà fait, j'espère, dans le passé. Mais là, il y avait vraiment un défi intéressant. Mhm. Puis sur la partie gestion, ben, c'est un organisme qui se relève de la pandémie, qui a des Mhm. défis de gestion. Là, il y a eu la grève dans les écoles, fait qu'il y a Oui. des programmes dans les écoles qu'on n'a pas pu faire. Fait que je pense qu'il y a un beau défi en tant qu'administrateur aussi. Fait qu'à la fois le contenu et le contenant présentent des défis qui m'interpellent. Alors, j'espère que je vais être à la hauteur de la tâche, bien sûr, parce que là, c'est vraiment tout nouveau. Mais c'est ça, c'est ce genre de choses-là qui m'ont interpellé. Puis j'ai dit, go, j'essaye. Puis eux ont décidé que j'étais la bonne personne. Fait qu'on souhaite que ce soit le cas. Effectivement. Vous venez de parler de des vous venez de parler de programmes dans les écoles. Oui, Et on pense souvent aux jeunes
il faut les éduquer à la base, mais il y a au-dessus, les parents, les grands-parents et les gens qui sont habitués de faire des choses depuis des décennies d'une certaine façon et qui se disent pourquoi on changerait. Quel est le type de personne le plus facile à convaincre de changer? Je ne le sais pas encore. Faudrait que j'interviewe mes propres collègues. Ce que eux me disent, je pense à quelqu'un qui a visité des multilogements puis qui rencontrait des gens. Si le changement de comportement ou d'habitude qu'on leur demande, ils arrivent à visualiser que c'est faisable, puis qu'ils se sentent respectés dans leur désir de faire un premier pas, qu'il soit petit ou grand, je pense que ça les encourage parce qu'ils ont entendu le message. La majorité des gens ont le goût de faire la bonne chose. Les gens vont pas polluer parce que, youpi, ce matin, j'ai le goût de Pour le polluer. fun, ouais. C'est pas vrai. Donc, quand ils se sentent respectés, écoutés et qu'on a un outil, qu'on a quelque chose de pratique, je pense que ça marche. Et oui, il y aura des gens qui peut-être embarqueront pas. Euh, À l'inverse, quand on travaille avec les jeunes puis qu'ils rentrent à la maison puis qu'ils disent Hey, maman ou papa, je sais enfin pourquoi je dois pas mettre ça dans le compost puis pourquoi je dois mettre ça ailleurs. Ça peut peut-être juste démystifier quelque chose, puis finalement, c'est pas si compliqué. Mais on est conscient qu'il y a des efforts à faire. On n'existerait pas si tout était simple. Fait qu'on a un rôle à jouer. Il y aura des résistances. Moi, j'entends mon équipe me dire que ça fonctionne, que les gens ont le goût d'embarquer. Alors, je suis optimiste par rapport à ça. On voit votre passion pour l'environnement, on la sent dans votre voix et on le voit dans votre visage. On vous souhaite de bien vous établir, d'avoir du plaisir dans votre métier, dans votre nouveau métier. Et puis, on se reparle pour les programmes. On va vous laisser prendre le pouls un peu. Et puis, parce que c'est vraiment très, très frais, je le rappelle. Merci beaucoup, M. Jean-Marc Emery, nouveau directeur général de Enviroéducation, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 14 mars de Studio Libre. Aujourd'hui, on s'est entretenu avec Jean-Marc Emery, nouveau directeur général chez Enviroéducation, et aussi Amélie Hintz, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les deux, j'aimerais les remercier beaucoup de leur temps et je voudrais vous remercier aussi de nous écouter sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez voir toutes nos émissions, eh bien, elles sont disponibles directement TVC Basse-Lièvre, très facile à trouver sur YouTube. Et aussi, on a notre page Facebook au même nom que vous pouvez trouver pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien sur nous et sur nos projets qui se passent à la TVC. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Donc, nous, on se revoit mardi prochain pour un autre Studio Libre. Bonne fin de semaine!